Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule Les actions mécaniques et l'énergie. التأثيرات الميكانيكية والطاقة. On va commencer par les effets mécaniques, leur type et caractéristiques. Le plan de cette partie, nous commencerons par la notion de force mécanique et ses avantages, suivi du type de force et leurs effets sur les corps ou bien les solides. On va définir c'est quoi le poids d'un solide et nous terminons cette partie par les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. On va établir bien sûr la loi de cette condition. Nous commençons bien sûr par les effets mécaniques et ses caractéristiques. Alors, la force est une influence qui modifie ou tente de modifier les dimensions, la forme ou l'état de mouvement d'un corps. Cette force peut effectuer trois changements au niveau bien sûr de l'état d'un solide, soit de modifier le volume ou la forme des objets, ou bien les deux en même temps, aussi de changer la vitesse d'objets statiques ou en mouvement ou inversement, et ou les faire bouger, c'est-à-dire soit de faire un effet ou bien les deux en même temps, et aussi de changer la direction ou le sens du mouvement des objets, c'est-à-dire de changer sa trajectoire et ou le sens de mouvement. On verra bien sûr des exemples pour bien éclairer bien sûr ces trois effets ou bien ces trois changements. Commençons bien sûr par cet exemple qui montre que le fil agit sur le corps solide, c'est-à-dire il ne laisse pas bien sûr à tomber. Voilà, ici c'est un exemple. On peut dire bien sûr qu'il y a un changement bien sûr de statique ou bien de mouvement. Aussi, la main agit sur l'éponge. Dans ce cas, il y a déformation d'éponge, c'est-à-dire que la force ou bien l'action mécanique a pour objet de changer ou bien de déformer la dimension ou bien de changer la dimension. Aussi, dans ce cas, il y a aussi l'aimant attire un solide, c'est-à-dire en absence de l'aimant, bien sûr, le corps solide est verticalement. Alors, lorsqu'on fait approcher, bien sûr, d'un aimant, il applique, bien sûr, une action mécanique, ce qui, bien sûr, de le faire bouger, c'est-à-dire de le rendre de l'état statique à l'état en mouvement. Aussi, dans cet exemple, le gardien éloigne le ballon, c'est-à-dire dans ce cas, il y a changement bien sûr de la direction, de sens et aussi de la vitesse. Bien sûr, cette action mécanique est appliquée par le gardien sur le ballon. En résumant bien sûr ces quatre exemples,
on peut bien sûr parler sur deux actions, ce qu'on appelle l'acteur, bien sûr les solides qui agissent, et aussi le receveur, qui sont bien sûr les solides qui obéissent. Et aussi on peut définir l'effet ou bien l'action. Lorsqu'on prend bien sûr l'exemple 1, l'acteur c'est le fil, bien sûr qui applique la force, le receveur c'est le solide, c'est-à-dire dans ce cas, le solide est immobile, ou bien à l'état statique. Concernant l'exemple 2, dont l'acteur c'est la main et le receveur c'est l'éponge. Dans ce cas, l'action mécanique a un effet de la déformation du solide. Concernant l'exemple 3, dont l'acteur est le gardien et le receveur c'est le ballon. Dans ce cas, l'effet mécanique c'est la modification du mouvement, aussi de la vitesse. On peut aussi parler bien sûr de la direction aussi, comme on parle de sens. Concernant l'exemple 4, l'acteur c'est l'aimant, le receveur c'est le solide. Dans ce cas, alors le solide passe en état de mouvement. Et aussi on parle aussi de changement de la direction et aussi de sens. Alors bien sûr, ce tableau résume bien sûr l'action ou bien l'effet des actions mécaniques sur des receveurs. Alors qu'en conclusion, une force ou bien une action mécanique se manifeste son effet soit par l'effet statique. Dans ce cas, l'action mécanique ou bien la force peut produire la déformation d'un objet ou participer à son équilibre, c'est-à-dire de maintenir le solide ou bien le corps en équilibre. Comme exemple, c'est l'exemple 1 et 2. Ou bien un effet dynamique, تأثير تحريكي. Dans ce cas, la force ou l'action mécanique peut provoquer le mouvement d'un objet et ou modifier sa vitesse, sa trajectoire et ou sa mobilité. On peut bien sûr, comme exemple, c'est l'exemple 3 et 4. Dans ce cas, on peut résumer que la force a deux effets, soit effet statique, la تحريكي ou bien sakin, ou bien effet dynamique, c'est-à-dire تأثير تحريكي. Passons maintenant au type des actions mécaniques. Prenons l'exemple, bien sûr, d'un corps solide relié par un fil. Dans ce cas, les objets qui agissent l'un sur l'autre sont en contact sur un point. Comme vous voyez, bien sûr, le contact entre le fil et le solide selon un point. Aussi, comme l'exemple présenté, alors dans ce cas, les objets agissent l'un sur l'autre, sont en contact sur une surface, c'est-à-dire un ensemble de points, bien sûr, le point, bien sûr, la surface de contact, ça représente l'ensemble des points. Dans ce cas, le troisième exemple, les objets qui agissent l'un sur l'autre, c'est-à-dire le corps solide et l'aimant, sont à distance.
C'est-à-dire, dans ce cas, il n'y a pas de contact. Contrairement, bien sûr, aux deux exemples, bien sûr, du corps solide sur une table, ou bien le corps solide suspendu par un fil, qui sont bien sûr en contact. Alors, comme conclusion dans ce cas, il y a deux types d'actions mécaniques. C'est l'action de contact. Dans ce cas, les deux systèmes ou objets qui agissent l'un sur l'autre, c'est-à-dire les acteurs et les receveurs, sont en contact. Dans ce cas, il y a deux types pour l'action de contact. Soit l'action de contact localisée ou bien ponctuelle. Dans ce cas, le receveur et l'acteur, ou bien les objets qui agissent l'un sur l'autre, sont en contact sur un point. Bien sûr, comme l'exemple précédent, un solide suspendu par un fil. Ou bien, l'action de contact est répartie. C'est-à-dire les objets qui agissent l'un sur l'autre en contact sur une surface. C'est-à-dire l'ensemble de points, dans ce cas, comme exemple, la brosse sur une table, comme il est montré précédemment. Ou bien l'action à distance. Dans ce cas, l'acteur et le receveur sont à distance. Comme l'exemple précédent, l'application d'une force magnétique sur un corps solide, aussi le poids d'un système, c'est-à-dire la force gravitationnelle appliquée par la Terre sur les corps proches de sa surface ou bien sur sa surface, et aussi la force électrique. Dans ce cas, c'est la force bien sûr électrique qu'on verra dans le cours de l'électricité. C'est-à-dire on parle de l'électricité statique, c'est-à-dire lors de frottement d'une pièce en plastique et on fait bien sûr à approcher à des papillers. Il attire bien sûr ces papilles, bien sûr selon la nature de la charge. Alors, il faut retenir bien sûr qu'il y a deux actions. Action par contact qui se fait soit localisée ou bien sur surface et action à distance. Dans ce cas, il n'y a pas de contact entre les acteurs et les receveurs. Ou bien ce qu'on appelle tir en boîte. Alors, on peut dire aussi que l'action mécanique est représentée ou bien modélisée par une grandeur physique appelée force, c'est-à-dire نقرن بالتأثير الميكانيكي قوة. On verra tout de suite c'est quoi, bien sûr, ou bien comment représenter cette force. On dit bien sûr, pour modéliser une action mécanique, il faut bien sûr utiliser ce qu'on appelle la force. Alors, on définit, ou bien sûr, pour étudier un système ou bien un objet, on va définir le système qui exerce l'action et le système qui l'a suivi. Un objet ou un système étudié peut être soumis à plusieurs actions mécaniques. Ça veut dire on peut déterminer ce qu'on appelle en arabe al-majmou'a al-madrousa. Alors, pour déterminer bien sûr les forces appliquées à un objet ou un système, on l'isole des restes des autres objets matériels. Et cela se fait selon les étapes suivantes. Tout d'abord, il faut déterminer le système
ou l'objet étudié, qui est bien sûr l'objet ou bien les objets auxquels les actions mécaniques exercées sont étudiées, c'est-à-dire de déterminer ce système. Après la détermination du système étudié, on va chercher bien sûr toutes les forces appliquées au système étudié, en comptant bien sûr les forces de contact et les forces à distance. Qu'on a bien sûr vu qu'il y a deux types de forces ou bien d'action. C'est la force de contact soit localisée ou bien sur surface, et bien sur les forces à distance. Il faut bien sûr noter que ces forces appliquées à un solide ou un système sont de deux types. Ce qu'on appelle les forces internes, ce sont les forces appliquées par un corps appartenant au système étudié, comme j'avais expliqué bien sûr dans la science du cours, c'est-à-dire que le corps qui applique bien sûr une force et fait partie du système étudié. Et bien sûr les forces externes, que sont bien sûr les forces appliquées par un corps n'appartenant pas ou bien n'appartient pas au système étudié. Dans ce cas, elle fait partie bien sûr des forces externes, comme on a expliqué bien sûr dans la science du cours. Passons maintenant, bien sûr, lorsqu'on vient déterminer ou bien déterminer l'ensemble des forces appliquées, on va déterminer bien sûr les caractéristiques. Il y a bien sûr 4 caractéristiques pour une force. La première caractéristique, c'est qu'on appelle le point d'action. Et bien sûr, c'est le point auquel l'effet est appliqué. Il est comme suit selon le type de force. Pour la force de contact locale, ou bien localisée, c'est le point de contact entre le corps agissant et le corps subissant. Comme il est montré dans l'exemple, bien sûr, c'est le point A. Si on a bien sûr le système étudié, c'est la balle ou bien le corps solide. Pour la force de contact répartie, c'est-à-dire selon une surface, c'est le centre de symétrie de la surface de contact entre le corps agissant et le corps subissant. Et bien sûr, selon les types de force, dans ce cas, on a une surface, on peut prendre bien sûr le centre de symétrie. Ça, bien sûr, pour les forces de contact. Si, bien sûr, la force est à distance, il faut noter ça, on prend, c'est le centre d'inertie du corps. Comme par exemple, la force appliquée par l'aimant sur la balle, c'est le point G pour, bien sûr, la force appliquée, ou bien la force magnétique appliquée par l'aimant sur le corps solide. Alors ce centre G, bien sûr, il est confondu ou bien se coïncide avec le centre de symétrie, si bien sûr le matériau est homogène. Bien sûr, pour votre niveau, on prend bien sûr qu'il est homogène. C'est pour cela que G se coïncide avec le centre de symétrie du solide. Alors il faut noter ça, bien sûr, que pour les forces à distance, soit qu'on a parlé soit par la force magnétique, et aussi pour le poids, et pour la force électrique. Dans ce cas, bien sûr, c'est le centre d'inertie G du corps, c'est le point d'action. Il faut noter ça.
Pour la deuxième caractéristique, c'est la direction ou la ligne d'action. Bien sûr, c'est la droite qui passe par le point d'action et coïncide avec la direction de l'effet. Comme exemple, par exemple dans ce cas, la corde ou bien le fil applique une force sur la bille en A. Dans la ligne d'action ou bien la direction, est une droite D coïncide avec la corde passant par le point A, comme il est montré bien sûr sur la figure. Alors la direction c'est la droite D. Elle passe par le point d'action A et se coïncide bien sûr avec la direction de l'effet. La troisième caractéristique, c'est le sens d'action. C'est la direction de déplacement de la force agissante et il est toujours déterminé à partir des points d'action. Comme exemple, la force appliquée par la corde ou le fil. Alors dans ce cas, la corde applique une force sur la bille en A dans son sens de A vers le haut, avec un angle alpha. Lorsqu'on parle bien sûr de la source, de sens, contrairement à la direction, toujours d'un point vers un autre, c'est-à-dire dans ce cas de A vers le haut, ou bien de A vers par exemple, lorsqu'on parle de l'aimant, c'est de G vers l'aimant, ou bien de G vers la droite, pour la force bien sûr magnétique. Alors dans ce cas, contrairement à la direction, le sens toujours d'un point vers un autre. Passons maintenant à la dernière et quatrième caractéristique, c'est l'intensité d'action. Alors, l'intensité d'action est une grandeur physique misérable, c'est-à-dire on peut déterminer sa valeur. Il est bien sûr mesuré à l'aide d'un dynamomètre. Il y a plusieurs types de dynamomètres, tubulaires, numériques, ou à cadran, comme il est montré bien sûr sur la photo. Alors l'unité dans le système international pour la force est le newton et on symbolise par N majuscule. On utilise un vecteur afin de représenter l'action mécanique, ou bien la force, le vecteur force. Alors, ce vecteur force se représente à l'aide d'une échelle en utilisant une flèche. C'est-à-dire, comme exemple, 1 cm représente 5 newtons. Alors, comme elle est bien sûr représentée sur la figure à droite, comme vous voyez, bien sûr, la force appliquée par la corde, elle est schématisée ou bien représentée par T majuscule, bien sûr, en dessus, un vecteur. Elle part, bien sûr, de point d'action vers, ou bien elle coïncide avec la direction. Il faut noter, il n'y en a pas bien sûr commettre cette erreur. Pour la force, on utilise la flèche, comme il est montré T en dessus d'une flèche, contrairement à l'intensité, c'est-à-dire la lettre majuscule sans flèche. Alors ça, s'il y a bien sûr la force, elle est représentée par
la lettre on dit ici avec flèche et l'intensité, c'est-à-dire sans flèche. Il ne faut pas coïncider, bien sûr, les deux schémas comme il est indiqué dans la diapositive. Passons maintenant à la définition ou bien la détermination des conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Commençons bien sûr par la définition de poids. Dans ce cas, on considère un solide S homogène de masse M suspendu par un fil ou bien une corde. On définit ce qu'on appelle le poids d'un solide par la relation. Alors le poids, c'est la force gravitationnelle, c'est-à-dire la force appliquée par la Terre sur un objet. Alors il est défini bien sûr par la relation suivante que P égale à M fois G, c'est-à-dire l'intensité. C'est la multiplication de la masse fois le pesanteur, ou bien l'intensité pesanteur qui est généralement égale à 10 newtons par kilogramme. Bien sûr, elle dépend de la hauteur et aussi de longitude. Alors, il faut retenir bien sûr que le poids, c'est la multiplication de la masse fois la pesanteur et aussi, il faut noter bien qu'il y a une différence entre la masse et le poids. Alors la masse qui est invariable, contrairement à le poids qui est une force. Alors, comme il est montré sur la figure, bien sûr, le corps solide, il est en équilibre. Lorsqu'on étudie ce solide, bien sûr, il se met à deux forces. Alors, ces forces ont les conditions suivantes. Ce forme d'une loi s'appelle condition d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Alors, la balle ou bien le solide, dans ce cas soumis à deux forces, il est en équilibre si les deux forces ont la même direction. Comme vous voyez bien sûr, c'est la droite qui se coïncide avec les vecteurs force P et T. Dans ce cas non parallèle, comme on a vu bien sûr dans la séance de cours, s'ils sont parallèles, il s'agit que le corps fait une rotation. Concernant le sens, comme vous voyez, ils sont opposés et ils ont la même valeur d'intensité, c'est-à-dire que P égale à T. On écrit comme vecteur, bien sûr, la schématisation de ces phrases concernant la direction, le sens et l'intensité, c'est-à-dire que la somme vectorielle égale le vecteur nul. Ça veut dire T plus P égale vecteur nul, et ça bien sûr signifiait la signification de cette écriture vectorielle qu'elles ont la même direction, de sens opposé et de même intensité. Voilà ça, ce qu'on appelle les conditions d'équilibre. Passons maintenant à la deuxième partie, c'est de l'énergie. Bien sûr, je résume cette partie grâce, bien sûr, au temps. Alors, bien sûr, selon le curriculum, on peut adopter le plan suivant. Nous commencerons par la notion d'énergie.
On va présenter quelques types d'énergie et leurs sources, en citant bien sûr des exemples, et nous terminerons par quelques exemples de conversion énergétique, en citant bien sûr quelques appareillages qui permettent de la transformation ou bien la conversion de l'énergie d'une forme à une autre. Alors, l'énergie est la capacité que possède la matière à produire des forces capables d'accomplir un travail. C'est-à-dire, il y a une relation entre, bien sûr, le travail et l'énergie. Elle se définit comme une notion physique liée aux notions d'action, ou bien de force, et de dérive, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une action mécanique nécessite de maintenir une certaine force pendant une durée suffisante, ce qu'on appelle le travail, pour vaincre l'immobilité et la résistance qui s'opposent au changement. Alors, lorsqu'on prend bien sûr les 4 exemples des actions mécaniques, il y a bien sûr la production d'énergie. Soit, par exemple, le gardien, elle rend la balle immobile, c'est-à-dire elle donne de l'énergie. Et aussi, bien sûr, à la résistance, soit bien sûr de la balle de ne laisser pas tomber sur terre, c'est-à-dire il résiste, ou bien le fil a produit de l'énergie, à ne pas laisser bien sûr le corps solide à tomber. L'unité de l'énergie dans le système international est le joule, symbolisé par la lettre G majuscule. Il y a aussi, comme les autres unités, il y a des multiples et sous-multiples. Présentons ici les multiples. 1 kJ, c'est 1000 joules ou bien 10 à la puissance 3. Aussi 1 mégajoule, c'est-à-dire c'est 10 à la puissance joule. Et aussi, bien sûr, millijoules. Lorsqu'on parle de millijoules, M minuscule, il donne bien sûr 10 à la puissance moins 3 joules. Ça, c'est ce qu'on appelle bien sûr quelques définitions de l'énergie. Il y a 2 types d'énergie selon leur source. Il y a ce qu'on appelle l'énergie renouvelable, طاقة المتجددة, et aussi l'énergie non renouvelable. Bien sûr, selon ça ou bien leur source. Commençons par l'énergie renouvelable, qui est également appelée aussi énergie alternative, est une énergie utilisable dérivée de ressources naturelles renouvelables, c'est-à-dire inépuisables, غير منتهية, comme l'énergie hydraulique, ici de l'eau, éolien aussi, ou bien ici du vent, solaire, ici du soleil, biomasse, ici bien sûr de la biomasse, et géothermique, qui son source, c'est la Terre. Voilà, ça c'est quelques exemples, bien sûr, de l'énergie renouvelable. Ce type d'énergie, bien sûr, qui est vert, ne produit pas certains polluants, comme le dioxyde de carbone ou des gaz nocifs, bien sûr, qui augmentent le réchauffement climatique,
ce qu'on appelle l'effet de serre, comme cela se produit lors de la combustion des combustibles fossiles ou de certains déchets nucléaires nocifs résultant des réacteurs nucléaires. Alors ça, c'est contrairement, bien sûr, aux énergies non renouvelables, qui sont bien sûr des énergies polluantes. Je présente ici quelques exemples de ce type d'énergie. Nous commençons par l'énergie, bien sûr, éolienne. Alors, il se produit par le vent pour produire de l'énergie électrique grâce à l'utilisation d'un alternateur. Alors, comme il est présenté sur la photo, le vent, bien sûr, déplace les ailes instantanées sur les alternateurs, conduisant à la création de l'énergie cinétique, c'est-à-dire au niveau de l'arbre lent, qui fait bien sûr la rotation de cet arbre, et bien sûr, et grâce à la présence d'un champ magnétique, il fait produire bien sûr de l'électricité. Alors on verra bien sûr expliquer comment cette variation ou bien cette production de l'énergie électrique qui est généralement basée sur une loi s'appelle loi de Laplace, que bien sûr qu'on a déjà expliqué dans la séance de cours. Alors, bien sûr, ce principe, il est simplifié par ce qu'on appelle l'alternateur ou bien dynamo électrique, qu'on vous voyez bien sûr, comme vous avez déjà vu, je crois, surtout utilisé pour les vélos. Alors, se compose bien sûr ce dynamo de vélo, qui est très simple, qui se compose de deux parties. La partie rotor, c'est-à-dire qui est mobile, et la partie stateur, c'est-à-dire statique, immobile. Et comme j'avais dit, elle se base sur la loi de Laplace pour la production de l'électricité. Alors comment? Elle se compose par d'une bobine, comme vous voyez sur la photo, fait d'un matériau conducteur, comme le cuivre, et un aimant permanent cylindrique à polarisation diamétrale. Alors l'aimant et la bobine ne sont pas en contact, comme vous voyez bien sûr sur la photo. Un arbre, ou bien axe, relie l'aimant au galet, comme vous voyez, de la dynamo. Si la partie en rotation s'appelle rotor, alors lorsqu'il, bien sûr, là, le galet est en contact avec la roue du vélo, il fait la tournée. C'est-à-dire, le galet, bien sûr, tourne et fait tourner aussi l'aimant. Alors, quand l'aimant en rotation, il crée ce qu'on appelle un champ magnétique induit. Et grâce, bien sûr, à cette force mécanique qui est la rotation de l'aimant, qui crée bien sûr un champ magnétique, alors ils font bien sûr produire de l'électricité dans la bobine qui constitue la partie statique, et bien ce qu'elle appelle la stateur. C'est-à-dire il y a la combinaison de la force de champ magnétique et bien sûr l'électricité. C'est-à-dire la présence de deux dans la troisième, soit la présence de la force mécanique et le champ magnétique
donne naissance de l'électricité. Au contrairement, la présence de champs magnétiques et de l'électricité, elle produit bien sûr l'énergie mécanique. Bien sûr, on le trouve ce phénomène pour les moteurs électriques. Voilà, ça, bien sûr, ce mécanisme est utilisable soit pour l'énergie éolienne ou bien l'énergie hydraulique et toutes sortes d'énergie. Il se base sur ce principe d'alternateur. Passons maintenant à quelques exemples d'énergie non renouvelable. Il s'agit de l'énergie qui s'épuise avec le temps et qui est généralement considérée comme polluant de l'environnement, c'est-à-dire elle produit le dioxyde de carbone et d'autres gaz nocifs. Et son utilisation entraîne plusieurs déchets considérés comme nocifs pour l'homme. Notamment, on peut citer le pétrole brut, le charbon, soit le charbon, bien sûr, de bois, ou bien le charbon de pierre, le gaz naturel, l'uranium pour la production aussi de l'énergie nucléaire. Voilà, ça, ce sont quelques types d'énergie non renouvelables ou épuisables. Passons maintenant à la partie de la transformation, bien la conversion d'une énergie à une autre. On va définir bien sûr ce qu'on appelle l'énergie mécanique, qui subdivise ou bien la somme de deux types d'énergie. C'est l'énergie potentielle, qui est bien sûr stockée à un endroit précis, comme on verra bien sûr d'expliquer, comme des objets en hauteur du sol, énergie gravitationnelle, et aussi on peut citer l'autre type, c'est l'énergie potentielle élastique, qui est principalement stockée au ressort. Aussi, l'énergie cinétique, bien sûr, c'est l'énergie que le corps reçoit en se déplacement, ou bien en se déplaçant d'un endroit à un autre, et aussi c'est l'énergie du corps dépense lorsqu'il se déplace un objet avec une certaine force d'un endroit à un autre. C'est-à-dire, il faut bien sûr transférer de l'énergie, bien sûr de la main, sur un objet pour le faire bien sûr mobiliser. Alors bien sûr, on peut dire que l'énergie mécanique, c'est la somme des deux énergies, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et on verra bien sûr qu'il y a conversion par exemple, de l'énergie potentielle vers l'énergie cinétique ou bien inversement, comme il va expliquer tout de suite. Alors ça, c'est un exemple de conversion de l'énergie potentielle pesanteur en énergie cinétique, puis en énergie électrique. Alors comme ça, bien sûr, de l'énergie hydraulique, qui est bien sûr un type d'énergie renouvelable. Alors, comme vous voyez bien sûr pour le barrage, l'énergie potentielle pesanteur est convertie en énergie cinétique. Comme vous voyez bien sûr, il y a, comme il est en bleu, alors la hauteur de l'eau qui vient se descendre vers, bien sûr, la turbine, alors il est mené d'une énergie potentielle. Lorsqu'il descend, il se convertit en énergie cinétique, c'est-à-dire il faut bien sûr la rotation de la turbine, c'est-à-dire en énergie cinétique. Puis en énergie mécanique,
faire tourner l'alternateur, et bien sûr, grâce à la présence du champ magnétique, il y a transformation en énergie électrique. Alors, comme il est schématisé dans la photo. Alors, dans ce cas, la production de l'énergie électrique à travers les barrages se produit par la descente, comme j'avais dit, de l'eau d'un endroit élevé, énergie potentielle pesanteur, qui permet à la turbine de tourner, c'est-à-dire l'énergie cinétique, faisant ainsi fonctionner l'alternateur ou générateur électrique qui produit de l'énergie électrique. Alors, comme vous voyez bien sûr, il y a 4 types de conversion d'énergie. Énergie potentielle, en énergie cinétique, qui se transforme en énergie mécanique, et finalement en énergie électrique. Passons maintenant à une autre conversion de l'énergie. Il s'agit de la conversion de l'énergie électrique en une autre forme. Alors, l'énergie électrique est transformée en énergie lumineuse ou rayonnante, c'est-à-dire par l'utilisation l'intermédiaire de la lampe. Aussi, elle se transforme en énergie cinétique dans le mélangeur ou bien le mixeur, et aussi dans le ventilateur, en énergie sonore lors de l'utilisation de la radio, télévision et autres, bien sûr, instruments, aussi en énergie chimique lors de la chargement ou bien le chargement d'une batterie. Alors ces 4 types d'énergie, il y a toujours la présence de ce qu'on appelle énergie thermique, c'est-à-dire les fidjoules. Lorsqu'on bien sûr touche ces objets, on trouve qu'il est bien sûr chaud. Dans ce cas, on peut dire généralement que l'énergie électrique se transforme à une autre forme d'énergie, soit lumineuse au niveau des lampes, cinétique, sonore, en énergie chimique, plus l'énergie thermique. Alors, ça, ce sont bien sûr quelques exemples de la conversion de l'énergie d'une forme à une autre. Bien sûr, il y a d'autres conversions. Et merci pour votre attention et à la prochaine cours, Inch'Allah.